Bonjour à tous, on va commencer ensemble ce topo de médecine interne avec aujourd'hui une maladie assez rare, comme toute maladie de médecine interne, la sclérodermie. La sclérodermie a beaucoup de particularités et vous allez voir que c'est une maladie qui est très sujette au dossier parce que ça peut partir très vite dans tous les sens. On va commencer par quelques petites généralités sur la sclérodermie juste pour vous remettre les idées en tête. Ensuite, je vais vous développer les 3 tableaux maîtres à retenir, les 3 qui retombent le plus souvent. Et enfin, on va parler des complications. Alors la sclérodermie, qu'est-ce que c'est? C'est une collagénose, c'est une connectivite, donc c'est une maladie du tissu conjonctif. Comme la plupart des maladies auto-immunes, ça a plus touché les femmes que les hommes, avec ici un rapport 4 pour 1. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'architecture normale d'un tissu va complètement être altérée par des dépôts de collagène, d'où le nom de collagénose. Et tous ces dépôts de collagène vont diminuer la déformabilité de votre tissu. Cette baisse d'élasticité va bouleverser les fonctions de votre tissu, et ça va surtout toucher les petits vaisseaux, créant une micro-ischémie. Au niveau paraclinique, on n'a pas beaucoup d'examens à retenir, si ce n'est la capillaroscopie périinguale. On va rechercher une raréfaction et ou une désorganisation du lit vasculaire, du lit capillaire, et on va surtout chercher la présence de mégacapillaires. C'est surtout ça les termes clés à retenir. Biologiquement, on va avoir 2 types d'anticorps, les anticorps anticentromères et anti-SCL70. Les anticorps anti-centromères sont rattachés au syndrome de Crest, à la forme systémique cutanée limitée. Et SCL70, c'est l'autre truc qui traîne, c'est le systémique diffus. On a 3 syndromes, 3 tableaux clés à connaître. Alors ceci, c'est une forme très peu développée dans vos bouquins. On peut la retrouver dans certains bouquins de dermato. C'est une forme de sclérodermie restreinte uniquement au tissu cutané. Au début, ça va ressembler à une zone de peau blanchâtre, dure, sèche. Puis, vous allez avoir une formation d'une plaque arrondie avec une bordure érythémateuse rouge-pourpre. Initialement, ça va se limiter uniquement à l'épiderme, puis ça va infiltrer votre tissu conjonctif, votre tissu adipeux, voire les muscles, ce qui va provoquer de nombreuses déformations. Vous comprenez donc qu'une plaque blanchâtre de ce type qui passe de l'épiderme jusqu'à votre muscle va provoquer d'importantes déformations, premièrement esthétiques, peu importe la zone que ça va toucher, mais a fortiori si ça touche le visage, mais aussi fonctionnel. Je vous laisse imaginer une plaque complètement enchâssée qui vous fait une cicatrice de haut en bas sur votre joue. Ça va être un peu difficile de mâcher votre glace. Le diagnostic est uniquement clinique. On peut avoir recours à la biopsie pour être sûr d'un point de vue histologique. Par contre, il n'y a pas d'anticorps à prélever. Le traitement ici est purement symptomatique, que ce soit des crèmes apaisantes ou alors un traitement chirurgical avec une reconstruction derrière. Alors, on va parler maintenant de la sclérodermie systémique cutanée limitée, qui est aussi appelée le CREST syndrome. C'est plutôt un acronyme. On va détailler d'ailleurs chaque aspect de ces acronymes. Alors, le C correspond à calcinose. On aura des cristaux de calcaire blanchâtre sous-cutanés, principalement au niveau des mains. Ça peut avoir un risque quand même d'ulcération avec une fistulisation à la peau. Donc, surtout, une inflammation de ces cristaux qui peuvent aussi s'infecter. R pour Raynaud. C'est un phénomène de Raynaud et non la maladie de Raynaud, car je vous rappelle que la maladie de Raynaud est juste un phénomène de Raynaud complètement idiopathique et isolé. Ce phénomène de Raynaud va précéder de plusieurs années les autres atteintes. Ce qui ne plaide pas du tout pour une maladie de Raynaud, ce sera l'absence d'antécédents familiaux, une apparition tardive, donc après les 20-30 ans, alors que normalement dans la maladie de Raynaud, les symptômes cliniques sont présents dès l'enfance. Ce phénomène va toucher les pouces et il va toucher les mains de façon asymétrique. Il peut de plus durer quelques minutes à plusieurs heures, donc ça n'oriente absolument pas vers une maladie de Raynaud idiopathique. D'autre part, il peut aussi y avoir des troubles trophiques à type d'ulcère. On y reviendra un peu plus tard. E pour Esophagus dysfunction. Vous aurez un reflux gastro-œsophagien, une remontée acide pouvant donner des œsophagites. Donc ça peut être assez handicapant. S pour sclérodactylie. On va avoir une perte du tissu pileux, une infiltration collagénique. Je vous rappelle encore une fois que la sclérodermie est une collagénose. Donc vous aurez des doigts boudinés avec une peau dure et sèche, extrêmement luisante. Enfin le T pour télangiectasie. Contrairement au purpura, ces taches disparaissent à vitropression. Elles peuvent siéger un peu partout, mais en général pour le CREST, c'est surtout au niveau des mains. Autre chose à noter dans le syndrome de Crest est très fortement associé à l'hypertension artérielle pulmonaire. On va y revenir tout à l'heure en développant les différentes atteintes d'organes, mais la sclérodermie systémique cutanée limitée
et la connectivité la plus associée à l'hypertension artérielle pulmonaire. Allez, maintenant c'est le tour de la forme diffuse. Contrairement au CREST syndrome, cette forme peut toucher les extrémités mais aussi le tronc et la tête, ce qui doit donc amener à reconsidérer votre diagnostic de CREST syndrome. Maintenant, les tableaux bâtards étant de monnaie courante dans la médecine, ce simple détail ne peut pas vous suffire à éliminer formellement un CREST syndrome. Ce qui est intangible en revanche, c'est au niveau des complications. Les complications apparaissent nettement plus vite que dans le CREST syndrome. On est dans l'ordre plutôt de quelques mois après l'apparition du phénomène de Raynaud, qui aura évidemment les mêmes caractéristiques que le CREST, donc pas d'antécédents familiaux, ça peut toucher les pouces, tout ça. L'atteinte cutanée, comme on l'a dit, est diffuse. Il peut y avoir une sclérodermie touchant notamment le visage ou le tronc, le bras, ce qui va donc avoir des gènes fonctionnels mais esthétiques aussi. En ce qui concerne les troubles digestifs, on a des troubles de la motilité de l'œsophage, mais aussi des troubles de la motilité gastro-intestinale. Donc on a donc des symptômes à type de dysphagie, des vomissements ou des nausées, mais aussi des diarrhées ou des constipations pouvant aller même jusqu'à l'occlusion digestive. Contrairement à la forme CREST syndrome, l'HTAP est rare, on est plutôt dans l'ordre de 10 à 15% dans les séries, contrairement à la pneumopathie interstitielle diffuse qui est retrouvée dans 60% des cas quand même. Au niveau des atteintes cardiaques, ça peut donner des troubles de conduction, avec même parfois des péricardites qui peuvent être très abondantes. Concernant votre rein, la sclérodermie est très connue pour donner une néphropathie vasculaire, avec parfois une HTA très sévère. On va le voir un peu plus tard. Alors, commençons par les complications liées au traitement. On peut être amené à mettre de la corticothérapie en faible dose, notamment s'il y a une pneumopathie interstitielle diffuse, mais jamais au-delà de 15 mg par jour. Et surtout, jamais de corticothérapie IV à forte dose. C'est complètement contre-indiqué parce que ça a un effet extrêmement toxique au niveau rénal. On va y revenir tout à l'heure. Donc on peut aussi être amené à donner du MMF, le mycophénolate mofétyle, qui est utile sur les formes systémiques diffuses. On peut donner du méthotrexate, qui est très utile pour les formes articulaires périphériques, tout comme en rhumatologie. Je tiens à vous rappeler que le méthotrexate est utile uniquement sur les pathologies articulaires périphériques. Donc par exemple sur les spondylarthrites qui touchent uniquement le sacrum, ça n'a aucun intérêt. Par contre, le méthotrexate est connu pour donner des pneumopathies interstitielles diffuses. Donc si votre patient développe une PID, il va falloir arrêter le méthotrexate et passer au cyclophosphamide qui est très utile pour les pneumopathies interstitielles diffuses. Donc dans le phénomène de Raynaud, les bêta-bloquants ainsi que le tabac sont formellement contre-indiqués. On va être amené à donner des inhibiteurs calciques pour leur effet vasculaire et des ARA2. S'il y a un ulcère, alors déjà, il va falloir donner des analogues des prostacyclines, donc tout ce qui est Iloprost. Le nom commercial, c'est Ilomédine, vous avez dû le voir peut-être en stage. Et surtout faire un traitement local avec des pansements hydrocolloïdes. Comme on l'a vu, ça peut donner des pneumopathies interstitielles diffuses, donc s'il y avait du méthotrexate, il faudra l'arrêter. Et dans tous les cas, il faudra introduire un agent alkylant, le cyclophosphamide. En ce qui concerne l'hypertension pulmonaire, c'est un nouveau chapitre qui a été récemment introduit dans le collège de pneumologie. L'HTAP, donc l'hypertension pulmonaire de groupe 1, l'HTAP est très fortement associé à la sclérodermie systémique. C'est d'ailleurs la connectivité la plus associée à une HTAP. Par contre, faites attention, l'hypertension pulmonaire peut également être la conséquence d'une pneumopathie interstitielle diffuse. Donc là, on sera dans le groupe 3, ou d'une cardiopathie gauche. Donc là, on sera dans le groupe 2. Au niveau des traitements, c'est assez pauvre. On a surtout les antagonistes des récepteurs de l'endothéline, donc le bosentan, qui est en tête de file. À noter que le bosentan est très utile aussi pour prévenir les ulcérations digitales dans le cadre du phénomène de Raynaud. Donc, comme on l'a vu, on peut avoir de nombreuses remontées acides qui peuvent donner des symptômes allant du RGO jusqu'à l'œsophagite. Donc, on va utiliser une classe de médicaments diminuant l'acidité gastrique largement connue, les inhibiteurs de la pompe à protons. Ça peut aussi donner des troubles de la motilité gastrique. Donc, je vous renvoie à votre cours sur les troubles de la motilité gastrique qui est extrêmement bien développé dans le collège de gastro-entérologie. J'ai gardé le meilleur pour la fin parce que vous allez voir que c'est quelque chose qui tombe assez souvent dans les dossiers de sclérodermie et qui peut vraiment déstabiliser quand on n'est jamais tombé dessus. Comme on l'avait dit, l'atteinte des micro-vaisseaux du rein par la sclérodermie systémique va entraîner une hypertension. C'est une simple néphropathie vasculaire. Par contre, il y a un truc qui va tomber assez souvent dans les dossiers, ce sera la crise rénale sclérodermique. Qu'est-ce que c'est? C'est un dysfonctionnement brutal de votre rein qui va se caractériser par une augmentation importante et massive de la pression artérielle.
vous aurez une urgence hypertensive, voire une HTA maligne. Ça peut donc entraîner une insuffisance cardiaque et va nécessiter une hémodialyse. Qu'est-ce qui peut donner une crise rénale sclérodermique? Les corticoïdes à forte dose. C'est justement une contre-indication dans la sclérodermie. On peut être amené à donner des petites doses, mais les fortes doses, les gros bolus à 1 gramme par jour, c'est complètement contre-indiqué parce que c'est ce qui va précipiter votre crise rénale sclérodermique. Le traitement de la crise rénale sclérodermique va reposer sur l'utilisation d'un traitement anti-hypertenseur, donc un IEC. Ce traitement va bloquer l'action du mécanisme hormonal qui augmente la pression artérielle et qui va donc à terme endommager votre rein. Ça fera un excellent cas clinique. Vous avez au début les questions de sémiologie, puis quelles sont les explorations paracliniques à faire, puis on vous ramène une HTAP, puis une pneumopathie interstitielle diffuse si c'est une forme un peu systémique diffuse. Et en fin de dossier, vous aurez un tableau d'HTA sévère qui sort comme ça de nulle part, type urgence hypertensive, voire même une HTA maligne, donc ça fait aussi interpréter un fond d'œil. Et en fait, elle fait flamber son rein à cause des corticoïdes qui ont par exemple été mis, ou même parfois on ne retrouve pas de facteur déclenchant. C'est tout pour la sclérodermie, c'est un chapitre assez costaud, donc n'hésitez pas à faire beaucoup de cas cliniques, vous vous rendrez compte que c'est toujours les mêmes questions qui retombent, et au final on s'en sort assez bien. Bon courage à tous!